il est déplacé le deuxième campus de l'université, c'est séparé du main campus, mais en fait, c'est à peu près 10 minutes du main campus, mais nous, on est placé autour de l'hôpital major de la région d'Alberta. Mais à peu près la moitié des bâtiments que vous regardez là, ça fait partie de l'école de médecine. Au fond, vous pouvez regarder les Rocky Mountains que nous entourent. Comme on a dit, les labos a été fondé en 2017. À l'instant, on compte 2 postdocs en ingénierie de recherche, 3 étudiants à niveau de diplôme et 4 étudiants à niveau d'études supérieures. Depuis 2017, il y a 2 étudiants, entre autres Andrew, qui ont complété ses études. Il y a un master qui a juste fini aussi récemment. Pour donner un peu de vision comment se passent les choses ici, je fais partie d'un groupe qu'on appelle le programme de consultation focalisée guidée par résonance magnétique. Que les leaders du groupe sont Bruce Pike, un des chercheurs très forts en imagerie du cerveau, Dr. Keith, qui est notre surgeon du cerveau, David Martino, le directeur du programme de sorte de mouvement. Et moi-même, comme la partie du programme technique et des aspects physiques. Les équipements qu'on a, c'est 2 Exablade, des systèmes IRM, des systèmes d'expérimentation animale petite. À peu près bon, là, c'est à peu près c'est un labo à peu près bien fourni. On a eu la chance qu'on a eu une enveloppe pour préparer le labo assez généreux. Donc, on a profité. Les activités du labo, normalement, ils se partagent dans 3 principaux endroits dans l'école de médecine. Le Simon Family Image Center, là, on a les machines IRM et les Exablade. C'est là qu'on fait nos études cliniques, guidées par IRM. Et la plupart des expérimentations des travaux précliniques et des développements des dispositifs, ça passe à expérimenter à Imen Center, qui est à peu près 2 bâtiments plus loin. C'est là qu'on a le système IRM de 9,4 Tesla. Et là aussi, on est bientôt va ouvrir en train de faire la construction d'un nouveau champ pour faire des manips de neuromodulation avec des patients. Donc, ça va ouvrir bientôt. Bon, comment ça va passer aujourd'hui? On va donner un petit tour pour donner un peu de contexte en révisant un certain concept de la piste d'électricité. Après, on va donner la définition de ce qu'on appelle la méthode multiaxiale. Et on va faire le tour des découvertes qu'on a fait depuis à peu près, on a commencé à peu près 7-8 ans. Et surtout pour le contrôle de la direction des fluctuations générées par des inducteurs. Aussi par la validation expérimentale de cette méthode et comment cette méthode se peut appliquer pour des inducteurs annulaires et des applications pour les inducteurs qui sont des éléments un peu placés plus loin depuis les stades comparés à inducteurs traditionnels. Et après, on va sauter pour comment ces méthodes multiaxiales, on commence à découvrir comment ça peut être appliqué pour les méthodes d'imagerie par les ultrasons.
surtout pour les derniers points, la détection de la direction de filtration quand ils arrivent au traducteur. C'est quelque chose d'assez intéressant qu'on vient de découvrir. Et après, on va seulement conclure et faire un peu de projection sur les directions prochaines. Okay? Allez, on démarre. Donc, pour poner les choses en contexte, évidemment, on se rappelle que la découverte de la piezoélectricité, c'est grâce à Pierre-Jacques Curie en 1880, que les frères Curie sont découverts que quand certains matériaux, quand on les compresse, on les prend, il y avait une charge électrique qui se produit. Tout de suite après, Littmann m'a dit, bon, si ça marche dans ce sens, ça devrait marcher dans l'autre sens. Si on applique une chambre électrique, la dimension du cristaux, ça devrait changer. Et en fait, c'était exactement la même année, parce que Littmann l'a proposé de façon théorique, mais Pierre et Jacques, ils ont fait la vérification à peu près la suite de la publication de Littmann. On ne va pas vraiment faire tous les tours de cette équation, mais simplement pour dire que certaines propriétés de caractérisation électromécanique sont ceux qui régissent la réponse directe et inverse de la piezoélectricité. Dans la nature, pour les matériaux de façon cristallogique, on a 7 systèmes, on a pareil, on a des cubiques, nombreux, tétragonales, hexagonales. Mais dans certains sous-groupes, dans certains systèmes de cristal, on va faire attention sur les systèmes qui sont en organisation des atomes qui n'est pas centrique. C'est une condition importante pour la piezoélectricité. Et en fait, il y avait 20 classes de tous les 32 systèmes qui présentent cet effet piezoélectrique. Mais avec les années, il y avait autre type d'effet qui devrait accomplir pour les tables de matériaux et des dispositifs qu'on a maintenant pour utiliser, qu'il faut qu'ils comptent aussi un effet pyroélectrique. Donc, les matériaux ferroélectriques qu'on utilise maintenant, ils accomplissent certaines propriétés comme la piezoélectricité, la pyroélectricité et l'effet ferroélectrique. On va donner et on va sauter à la définition de la situation que matériaux ferroélectriques présentent sur certains ranges de température. On a une polarisation spontanée qui peut être réversée pour l'application d'une chambre électrique. Et là, c'est un truc important. C'est là que ça fait justement les transducteurs qu'on utilise aujourd'hui et qu'à peu près à la moitié du XXe siècle, on a commencé à exploiter. Pour revenir sur l'aspect de la polarisation spontanée, c'est effectivement, on a pris une chambre électrique qui commence à osciller dans les deux directions. On commence à présenter ces champs de polarisation à l'intérieur du cristaux, peut-être certains domaines qui s'y arrangent à l'intérieur de matériaux. Et cet effet, justement, derrière d'un sens à l'autre, c'est justement son cours d'hystérésis. Mais justement, ce qui est intéressant, évidemment, quand on a compris toutes les propriétés, il se traduit qu'un effet piezomécanique se dissipe tout autour du matériau. Voilà. Et donc, ça, c'est un cours très classique entre la température du type de matériau. Et on sait très bien qu'au-delà de ce qu'on appelle le cours de température, le matériau passe en stage cubique. C'est là à peu près qu'on applique les chambres électriques pour faire le pooling, pour forcer le matériau, tous les cristaux à l'intérieur d'une pièce, pour s'aligner et dans des cristaux pour avoir une réponse piezoélectrique. Voilà, dans ce contexte, c'est quoi la méthode multiaxiale? Voilà, on fait
Après cette année, on commence à avoir une belle définition qui soit assez simple pour essayer de présenter la méthode, c'est la modulation de l'effet, de la réponse directe et inverse d'un pièce électrique, un matériau piezo-céramique, tout en combinant l'invention de cristaux ou de matériaux, et surtout des électrodes placés de façon orthogonale. On a découvert au cours des années que la méthode peut avoir des effets pour améliorer l'efficience de la formation de ultrasons, contrôler la direction des ultrasons par un élément individuel du transducteur, détecter la direction du son qui touche une pièce individuelle. Et tout ça, on va voir que ça peut permettre de nouveaux types de refocalisation et sécurité d'image avec des ultrasons. Donc, vous verrez par la suite que des fois on appelle la biaxial quand on place deux chambres électriques orthogonales. Et c'est une interaction qu'on applique trois chambres orthogonales électriques. Donc, vous voyez, chaque fois que j'ai dit biaxial, c'est qu'on applique que deux chambres électriques, et triaxial, qu'on applique trois chambres électriques. D'accord. Voilà, tout en terminant, ça, c'est la façon très traditionnelle qu'on applique une chambre électrique oscillatoire pour générer des ultrasons. Dans ce cas, la fonction de base, la onde sinusoïdale. Ce qu'on a découvert à peu près 7 ans, c'est qu'on a fait de la simulation avec First Principle. Je ne sais pas comment dire en français. C'est petit monde de la simulation à niveau atomique, dans lequel un collègue a découvert une petite question assez sympa. J'ai fait la simulation et on voit qu'il y a une barrière d'énergie autour qu'il faut toujours dépasser pour passer quand les champs électriques s'appliquent. Et donc, on dit, là, c'est la partie d'hystéricisme qu'on voit très bien dans ce fait piezoélectrique. Et on fait seulement quand on voit ce qui se passe à l'intérieur du matériau, c'est une espèce de reconfiguration autour quand les champs commencent à osciller de façon tétragonale, cumule tétragonale, c'est une reconfiguration qui se passe au fur et à mesure que les champs électriques sont appliqués. Donc là, il n'y avait rien de nouveau. Donc, dans ces papiers qu'on a publiés il y a quelques années, sur le Marble Method, à ce moment, c'est qu'on appelait ça. On a dit, wow, autour de subir et monter la montagne et descendre, pour ne pas contourner ces barrières énergétiques. Et donc, et pour cela, il fallait appliquer deux chambres électriques de façon orthogonale pour créer ces effets rotationnels à l'intérieur du matériau. Et là, à partir de là, on a dit, bon, on va commencer, qu'est-ce qui peut se passer. Au départ, les points de départ, l'idée du départ, c'était de chercher de façon d'améliorer l'efficience des transducteurs, parce qu'on sait très bien qu'en partie, des pertes d'hystérésis dans l'insulation du cristaux, ça traduit dans la chaleur. Et donc, pour des applications qui demandent à être utilisées pendant très longtemps, on sait tout, ici, on connaît très bien les effets, les matériaux se dilatent, donc on détune. Et donc, il faut avoir une certaine électronique derrière pour compenser ça presque en temps réel. Par exemple, les systèmes Exablade sont enlevés. Ils sont tout un système électronique assez complexe pour gérer quand le traducteur chauffe, pour gérer tout ça. Donc, on voulait simplement démarrer quelque chose qui peut être simplifié, réduire la chaleur à l'intérieur et améliorer l'efficience. Donc, on avait trois papiers
à un niveau théorique. Et justement, ce papier 2014 qui nous a donné justement une explication possible pour d'où ça vient les effets de l'os de perte de stéricis. Et on a commencé à postuler une idée pour tester tout ça. Et par la suite, on a commencé voilà, à voir les premiers résultats expérimentaux qui vérifiaient cette hypothèse. On a ce petit papier en plus one, il y a à peu près il y a 6 ans qu'on a publié ça. On a commencé à explorer les applications en imagerie et c'est là que j'ai déménagé à Calgary en 2017. Évidemment, chaque fois qu'on déménage, il y a une petite disruption de manière, ça m'a pris presque un an pour monter le labo et pour que les gens ils sont pu recommencer les manips, les travaux. Mais on a continué à travailler. On a surtout quelque chose de très important, c'était dans cette année qu'on a bien maîtrisé la simulation pour les éléments finis de cet effet multi-axial qui nous a permis beaucoup mieux comprendre les applications à un niveau macroscopique. Et en fait, ces aspects de simulation, ça est devenu essentiel pour nous par la suite. Justement, la modélisation est finie en 2018. Je me rappelle très bien, mon étudiant Sahid est venu dans mon bureau un jour très froid de janvier et m'a montré ses résultats de simulation. Il dit, tu arrêtes tout ce que tu fais maintenant et tu vas au labo et on va tester ça sur mon expérimento. Là, c'est très sympa. Ça m'a et donc, voilà, au début de 2019, on a réussi à démontrer ça à un niveau expérimental. Et par la suite, les choses commencent à s'accélérer. On fait en 2020, on a mis un deuxième brevet pour protéger ces découvertes. Et on a démarré la formation d'une petite compagnie Novostix là qu'on essaie justement de mettre des applications commerciales pour cela. Il y a les publications de présentation qui commencent à se multiplier. En tout début de cette année, pareil, grâce à qu'on maîtrise beaucoup mieux les simulations, on avait postulé, bon, si on peut contrôler la formation des ultrasons de la direction, l'inverse, ça devrait marcher. On peut détecter de quel côté les ultrasons arrivent en détecteur ultrasonore avec un seul élément. Et donc, pareil, et on fait, c'est très récemment, on a bien poussé pour soumettre les brevets qui on l'a soumis juste après le 7 avril. C'est très récent. Et en fait, c'est ça qui me permet maintenant de parler des applications d'imagerie dans cette présentation. Donc, maintenant, on va aller sur comment ce méthode multi-axial se peut appliquer pour la formation des ultrasons. La première validation expérimentale, qu'on a fait, on va tester ça dans son structure annulaire, parce qu'on avait surtout, c'était la dimension assez large, qui nous permettait à peu près de tester l'idée. On a découvert, ici vous regardez l'efficience de base de ces cristaux, qu'au fait, au départ, on était assez un peu surpris que c'est un matériau que normalement, il devrait avoir une efficience plus large. Mais ce batch, il avait présenté une efficience assez basse, à autour de 5%. Et ce que vous voyez, cette espèce de courbe un peu solution c'est l'application du méthode biaxial, dans lequel on applique deux champs électriques à la même fréquence, mais déphasés par rapport à l'autre. L'axe X, c'est justement le monde de déphasage entre les signaux. Et voilà, on a vu qu'en fonction de déphasage, l'efficience pourrait monter. On a fait bien grave de mesurer la puissance électrique réelle de manip pour justement pour voir que c'est un effet dans lequel
on a amélioré l'efficience. Et on verra à peu près par la suite d'où ça peut venir cette amélioration. Et donc, mais au départ, en 2015, voilà, on a vu ces méthodes, ça devait permettre à peu près coller aux simulations des vases atomiques qui devraient améliorer l'efficience. Et ça dépend, c'est une corrélation dans le déphasage, mais aussi de l'intensité des champs électriques latéraux. Mais bon, là c'est vraiment de tout le départ. Après, comme on a dit, on continue de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé d'une façon macroscopique. On a découvert que bien, on s'attendait que c'est que on regardait cette combinaison de la compression extensionnelle et latérale. Et que différentes combinaisons de déformations, ça devrait justement permettre de changer la façon que les rotations sont générées. Et on a découvert justement qu'on fait des contrôles de la direction de rotation, ça peut être généré. Ici, vous voyez à partir des simulations, la compression mécanique à l'intérieur du matériau. À gauche, vous regardez l'animation, on applique les champs électriques de façon traditionnelle dans le sens de préparation. À droite, c'est ce qui se passe quand on applique les champs électriques latéraux. C'est dans lequel vous voyez le comportement assez traditionnel, on excite des modes latéraux. Et voilà ce qui se passe quand on domine tous les deux en même temps. Et justement, on voit cet aspect rotationnel, la réponse mécanique à l'intérieur du matériau. Et donc c'est là que ça a permis de postuler que ça devrait générer un effet de génération de rotation qui pourra contrôler les angles de formation. On a testé ça de façon numérique au départ, avec différents matériaux, les matériaux très courants. On voulait savoir si cet effet c'était dépendant de matériaux ou non. On a testé le PCT, le rayon titanate et le lithium niobate, que sont matériaux très courants utilisés pour la manufacture des dispositifs. On a testé ça dans un modèle assez simple, un matériau prismatique mis dans une chambre en ABS, voilà, avec des airbacking dans la pièce. On a choisi des fréquences à peu près bas parce qu'on garde toujours un esprit pour nous, pour les explications pour le cerveau. Donc, on se place dans les fréquences autour, en bas de 500 kHz. Et on a testé différentes configurations du niveau énergétique, surtout en puissance électrique. On a testé la configuration des vases, on applique 2 watts comme la configuration des vases contre laquelle on va comparer. Et de façon biaxiale, on applique ça en watt de façon de préparation. L'idée de faire un watt, c'est justement avoir un cas de comparaison on applique la même puissance que la méthode conventionnelle, mais aussi on a testé des puissances légèrement plus bas pour voir quel type d'effet le contrôle de la puissance peut avoir. Et on a contrôlé justement des déphasages pour voir l'effet. Et donc, on a calculé l'impédance électrique et les champs de pression acoustique générés par les conducteurs biaxiaux. Donc, on a testé avec les dimensions qu'on a testées. Vous voyez, normalement, on essaie que les deux fréquences de résonance de propagation latéraux se rapprochent de plus. On a découvert que ce n'est pas forcément 100%, les plus près, ils sont placés les mieux.
mais ce sont légèrement 10% loin un de l'autre, c'est suffisant pour avoir les contrôles de direction. Mais il faut toujours garder à l'esprit qu'on pilote les dispositifs toujours à la fréquence de résonance de propagation pour avoir la réponse la plus forte. Et ça, c'est une condition très importante à retenir. Il faut toujours piloter les deux cet électrodes de propagation latéraux toujours à la même fréquence. Même si la fréquence de résonance latérale, ce n'est pas optimal, mais il faut toujours utiliser la même fréquence. Donc, on analyse, comment on va mesurer tout ça pour établir que les résultats sont bons générés avec une différente direction. Donc, on a fait ce petit schématique pour quantifier ça. En noir, ici, vous voyez les champs acoustiques qu'on s'attend d'une pièce carrée. C'est une chambre qui est ici, qui a à peu près son elliptique, et on s'attend que, voilà, s'il y avait un contrôle de directivité, ça devrait avoir une espèce d'aller soit vers la gauche, soit vers la droite, et on retrouve le centre du champ. Et après, on mesure l'angle entre le centre du transducteur et le centre du champ. On a mesuré à partir du millimètre pour le faire aligner à ce qu'on a fait pour les manips après. On a fait des manips justement à partir de 2 mm. Après, mais justement, on a fait la simulation pour s'aligner ce qu'on a fait de façon expérimentale. Et donc, voilà, les simulations, on se dit, voilà, oui, ça marche. ça marche. Ici, au centre, pour regarder les champs acoustiques générés de façon traditionnelle, en appliquant qu'un seul champ électrique dans le sens de propagation. Et à gauche, à droite, c'est les cas extrêmes de contrôle de direction de scrutation les plus prononcés pour tous les trois matériaux, pour lithium, barium et PCT. C'est là que vous pourrez apprécier. On a mis ces lignes rouges pour que on puisse voir, apprécier jusqu'à les niveaux de contrôle de la direction de scrutation. Et là, quand on calcule les angles de la direction, ça, on se retrouve avec cette réponse sinusoïdale et qu'en fonction de la propriété du matériau, ça va pouvoir avoir, vous voyez, lithium, un lithium, c'est différent que par un PCT, mais tout ça revient comme aux propriétés spécifiques de chaque matériau. Mais les types de réponses, c'est toujours les mêmes. Et on retrouve à chaque fois que la forme de cette forme sinusoïdale, ça augmente en amplitude, ou ça diminue en fonction directe avec la puissance électrique qu'on applique de façon latérale. Vous voyez ici les contrôles de direction plus fortes, c'est le cas en watts latéraux. Et en fonction que diminue la puissance, ce niveau de contrôle, la maximum amplitude, ça diminue. Et c'est à peu près symétrique. Donc, c'était un gros morceau de papier de Safit. Et après, voilà, on a testé ça de façon expérimentale. On a testé avec trois échantillons. Ça fait un peu moche, mais ça fait la tâche. Et on a testé à peu près dans les mêmes conditions qu'on a fait les simulations. On a testé les cas biaxial et après on a testé les modes de base, mais c'est à peu près. On a aussi testé avec des transducteurs qui n'avaient pas les électrolatéraux que pour éliminer la possibilité que les électrolatéraux pourraient avoir un effet. Mais on a découvert qu'il n'avait pas aucun effet. Si on n'utilise pas, si on ne fournit pas aucune puissance sur ces électrodes, c'est exactement pareil comme si on avait un transducteur traditionnel. Donc, pour améliorer un peu la simulation pour ces cas, pour marcher, on a ajouté aussi, on a modélisé les effets de constante limite pour les matériaux de silicone qu'on utilise,
curieusement, sa hypothèse, c'est que la prière circuite plus de temps pour vraiment bien maîtriser comment modéliser les effets des matériaux qui entourent les transducteurs. Bon, bref. On se retrouve, voilà, simulation expérimentaux, ça colle assez bien à niveau des points de résonance. Voilà, la simulation du transducteur traditionnel, ça colle très bien pour la fréquence de résonance. Et quand on fait la modélisation biaxiale, c'est pareil, c'est la même l'amplitude de différence, la simulation de parallèles latéraux, mais aussi il faut dire que ces matériaux sont assez larges, mais la polarisation des pôles, ce n'est pas aussi homogène, parce que c'est à peu près large, c'est 6-7 mm autour. Donc, ça fait un peu large, donc on se retrouve qu'à peu près les simulations, à cause de ça, à peu près, ça ne marche pas forcément totalement, mais en tout cas, de façon expérimentale, ça tombait beaucoup mieux, parce qu'on fait la fréquence latérale, ça collait beaucoup plus près que la fréquence de résonance de propagation. Et voilà, simulation, expérimentation, ça colle. On a vérifié ça, que les contrôles de la formation de direction, ça marche. Et que s'expérimente la simulation. Bon, là, pareil, on se retrouve à nouveau les mêmes types de réponses qu'on avait les premières simulations. Les contrôles de déphasage, c'est là en fonction de déphasage, c'est la direction de situation qu'on va générer. Et on va, en fonction de la puissance, aussi, c'est l'amplitude de contrôle, ça dépend de ça. Donc, pareil, ça a l'air de marcher très bien. Donc, après, on va revenir sur les transducteurs annulaires. Et ça pourrait peut-être expliquer cet effet d'améliorer l'efficience. Pareil, on a fait maintenant on a revenu pour faire la simulation. C'est un élément fini de notre neutre annulaire. Et qu'on a fait les champs acoustiques et la simulation, en fait, c'est ça qu'on a découvert. Qu'on fait la tâche focale naturelle des transducteurs annulaires. Ça changeait en fonction du déphasage et de la puissance. Et c'est là qu'on a vu, dans certains cas, on avait beaucoup plus d'énergie qui pouvait être générée grâce à une biaxiale et les réponses qu'on avait en 2015 pour l'amélioration de l'efficience, c'est justement cette combinaison d'effets. Mais il avait cet effet pour nous, c'était très intéressant à voir, parce que si vous regardez, on pilote les transducteurs à une fréquence de 500 kHz. Avec un traducteur assez simple, on arrive à améliorer vachement bien la focalisation. Que pour nous, comme nos labos qui fait beaucoup de manips animaux, surtout pour les manips pour l'expérimentation de neuromodulation, là, ça tombait très bien, parce que la tâche focale qu'on utilise le traducteur traditionnel, c'est beaucoup plus large que ça. Donc pour moi, c'était une nouvelle magnifique réalisée. Ça y est, on va commencer à utiliser ça pour les manips animales. On fait justement maintenant des jeunes au labo qui sont en train de fabriquer des dispositifs pour les faire coller à un système d'expérimentation. Donc, et on était très contents parce que là, ça pourrait améliorer la spécificité de l'expérimentation de neuromodulation. Donc, ça va. Ici, on voit justement les contrôles de la position du faisceau, sur la focalisation. Et aussi, que il faut se rappeler qu'on n'utilise que 12 signaux électriques. C'est pas quelque chose qu'on va avoir 6-7 signaux électriques pour la focalisation au long de l'axe acoustique. On n'utilise que 12 signaux électriques. C'est très sympa pour certaines explications, surtout pour l'explication animaux. Tout de suite, on a commencé à envisager, maintenant qu'on a découvert cet aspect de contrôle de la directivité de la tonton prismatique, ça pourrait avoir des applications intéressantes pour les dispositifs multi-éléments.
Donc, voilà, maintenant, on commence à voir là, ce qu'on appelle maintenant la méthode triaxiale, dans laquelle on applique 3 champs électriques. Et pour cela, justement, on a testé beaucoup de configurations pour justement voir comment on pourra, normalement, on ne contrôle pas plus maintenant gauche à droite, comme on a vu tout à l'heure. Si on a vraiment dans les 3 directions, vraiment, on contrôle de la directivité, c'est vraiment qui se peut roter à hauteur de 360 degrés, à un niveau d'à peu près plus ou moins 20 degrés dans d'autres directions. Donc, ça commence à avoir pas mal de possibilités. Et donc, pour cela, on a mis l'hypothèse, ça devrait améliorer beaucoup, on pourra améliorer beaucoup la focalisation des éléments qui sont placés assez loin, de façon, normalement, un dispositif qui sont placés éléments très loin par rapport aux autres, ça ne pourrait jamais se focaliser de façon correcte. Donc, on a mis l'hypothèse avec la méthode triaxiale, ça devrait permettre, dans ce sens, que ça pourrait introduire certaines possibilités. Par exemple, pour réduire le nombre d'éléments et peut-être ajouter des senseurs au milieu. Bon, il y a beaucoup de choses qui pourraient être passées. Et donc, pareil, évidemment, la méthode traditionnelle de focalisation, ça n'arrive pas à focaliser de façon correcte. Voilà, c'est le champ moins 3 décibels. La méthode multiaxiale, tout en combinant, chaque élément est programmé pour converger dans un point désiré. On continue d'utiliser les temps de vol pour refocaliser ça, mais c'est les deux faits. À chaque fois, pour une position désirée, on cherche la configuration par chaque élément qui pointe des ultrasons vers le point désiré et on aussi fait la focalisation par temps de vol. La méthode traditionnelle, c'est que les temps de vol, c'est tout. Et voilà, et pareil, à différents cas, on se retrouve que la méthode multiaxiale arrive à focaliser même quand on met les faisceaux de façon loin de son axe de préparation. Et pareil, voilà, on pousse beaucoup plus. Par exemple, ici, on pousse à 2 cm, 5 cm en profondeur. Et pareil, la méthode multiaxiale arrive, en tout cas, en cas théorique. Là, on a fait que la démonstration qu'à niveau numérique. D'accord. Voilà, maintenant, on va changer les rôles de la présentation et on va sauter tout de suite à qu'est-ce qui se passe quand on commence à appliquer ça pour l'application d'imagerie. Donc, pareil, on était très contente. Et pour cela, on a sauté tout de suite pour faire de la manip, mais c'était surtout que pour faire cette simulation, parce que les fréquences sont beaucoup plus hautes, c'est pas évident d'avoir des machines qui pouvaient tourner. À l'époque, on n'avait pas. Non, on a une machine qui puisse tourner ce type de simulation, mais à l'époque, on n'avait pas de machine qui pouvait tourner des simulations. Donc, on a fait tout ça de façon expérimentale. Mais on utilisait toutes les connaissances qu'on avait gagnées autour. C'est un traducteur qu'on a demandé au labo Sunnybrook de fabriquer. C'est un traducteur assez rudimentaire, il faut l'admettre, parce qu'ils sont coupés les traducteurs d'imagerie, ils ont mis les électrolatéraux et ils l'ont mis sur un substrat pour la manipulation. Donc, c'est pour ça que c'est pas génial, c'est pas très joli, mais ça fait la tâche justement pour démontrer comment ça pourrait marcher. C'est un traducteur qui dans un point qui résonne autour de 6 MHz. Et en fait, c'était très délicat qu'on fait les traducteurs les traducteurs A et arrivé morte quand on est arrivé. Donc, tous les tests qu'on a fait, c'était avec les éléments BCD. Voilà, on a fait des mesures avec les hydrophones pour voir la forme de pulse qu'il a généré. Pour ça, on a utilisé un Versonix pour contrôler. Voilà. Et ça, c'est le type de pulse ultrasonore d'image qui nous permet de Versonix. Ce type de pulse gaussien, ça nous permettait de contrôler la face
tant là, c'est les voltages, on a resté à peu près à un niveau de voltage assez bas pour l'explication de l'imagerie. Là, on mesure des chambres de l'intensité, des niveaux de pression acoustique, on retrouve à nouveau ces réponses sinusoïdales de la pression maximale. De la pression maximale. En vert, c'est la pression de chaque élément quand on applique l'énergie à l'électrode de préparation. Donc, c'était bien, mais aussi on a mesuré, évidemment, pour les effets d'imagerie, on a mesuré la durée du pulse ultrasonore, parce qu'évidemment, ce matelas, pour les applications d'imagerie, c'est très important. Et on avait justement que ce moment-là, dans certains cas, le pulse a devenu plus large. En certains cas, ça revenait à la même longueur, à la même durée du pulse. Pour voir quelques exemples, vous voyez ici, par exemple, dans ces cas, quand on applique une phase 0, les deux signaux, ils se recombinent, mais sûrement, ça fait les pulses plus loin, qui n'est pas génial pour l'imagerie. Là, c'est les pulses d'image qu'on obtient en pilotant les électrodes de préparation. Ici, deux cas dans lesquels les choses sont beaucoup mieux. On a un pic de pression plus haute et un fond de la tâche de la durée à peu près de la dépasser. Ici, en autre cas, dans lequel on a une pression plus élevée, mais avec une déformation de la durée. Donc, on commençait à gagner comment maîtriser ça. Sahid, il a eu l'idée que, étant donné que c'était des pauses très courtes, il a postulé que si on ajoute un retardement supplémentaire, l'effet combinatoire latéraux et de propagation pourrait peut-être avoir différentes formes. Et oui, il avait raison. Ça, c'est un cas qu'on n'a pas ajouté de retardement. Ici, on a ajouté 2,5 périodes de retardement avec un déphasage. Et on commence à voir des différentes combinations. Donc, on se retrouve que justement, des retardements et des déphasages, tout ça, ça peut avoir des différents effets dans la forme du pulse, qui est sympa. Ici, c'est le sommaire des résultats du niveau de pression maximale. Vous regardez entre les deux périodes de retardement et 2,5 périodes de retardement, c'est là qu'on peut maximiser la pression du pulse. Et après, commence à tomber une fois qu'on dépasse que c'est de façon à peu près attendue, étant donné qu'ils sont assez loin dans les temps les plus latéraux par rapport aux poses de préparation. Donc, il a certaines possibilités en fonction dans quel temps on applique les pulses. Mais il y a aussi l'habilité de se faire dans la dimension de temps. Et donc, on commence à voir des cas qui deviennent intéressants, de certains cas dans lesquels ça améliore légèrement la durée du pulse, qui était très intéressant. Donc, les derniers tests qu'on a fait, c'était OK, maintenant on va faire de l'imagerie. On va faire de l'imagerie ombrée. On va mettre en petites pièces en nylon, on va faire de l'imagerie juste planar imaging, les trucs de base les plus simples possibles, avec ces petites pièces. Quand on a commencé à analyser les signaux, on s'est rendu compte de quelque chose d'assez intéressant. Ici, c'est l'écho qui vient souvent. Ça, c'est les signaux enregistrés dans les électrodes de préparation, les signaux enregistrés dans les électrodes latéraux. Et on a commencé à voir quelque chose d'intéressant. Là, c'est la partie qui n'avait pas de signaux, qui n'avait pas de réflecteurs. Et ça, c'est à peu près les bruits électriques qui apparaissaient à peu près en face. Par exemple, c'est un peu de bruit qui sont électriques, ça apparaissait.
Mais la partie qui correspondait au réflecteur de nylon, ça n'avait pas ce type de signature. Donc, ça nous a fait dire tout de suite. Et on a dit, attends. Si on applique la méthode de déphasage en transmission, on peut faire les méthodes de déphasage en réception. Allez, et pour ça, on va le faire de façon numérique. Et on fait la méthode pour déphasage en réception, c'est assez simple. On prend les signaux, on prend la transformation de Fourier des signaux latéraux, on va appliquer un déphasage avec la dénominée fréquentielle qui est tout simple. Ça ne change pas l'amplitude, mais ça change la phase du signal. Et on va multiplier ce déphasage en dénominée fréquentielle au signal dans le domaine de Fourier. On va calculer l'inverse de Fourier et après on va sommer le signal que l'on appelle le signal latéraux roté au signal d'électropropagation pour obtenir un signal combiné. Et on va choisir, on va optimiser en fonction du cas qui nous permet le déphasage avec le rapport signal-bruit le plus élevé. Là, c'est le critère. Une chose aussi. Et les choses sont devenues assez intéressantes. Donc, on a fait comparaison avec l'imagerie qui ont pilote les électrodes de propagation, les électrodes, en pilotant les 12 électrodes, et on applique des méthodes rotationnelles aussi la réception. On a appliqué ces retardements qu'on a mentionné tout à l'heure, et on a appliqué la rotation et réception, mais aussi on a testé un cas intéressant. Qu'est-ce qui se passe si on pilote quel est l'état de propagation, mais on fait tout les processements de signaux, pareil comme dans autres cas, que finalement, ça veut dire va être un cas, surtout, ça peut être intéressant, on voit quel type d'effet pour avoir. Bon, là, c'est un cas d'exemple, dans lequel on voit tous les 5 cas quelqu'un testé. Vous voyez ici les exemples des images. On a normalisé les images pour que tout soit à la même échelle, pour qu'on puisse apprécier. Et on voit justement, là, on a vu ça tout de suite. Ici, on voit qui sont des meilleurs cas. Et les meilleurs cas, on se trouvait toujours que c'était autour, on appliquait un retardement, il express un roté, une réception. Donc, on voyait justement que l'amplitude et les faisceaux sont devenus plus nets dans ces cas. Donc, on a mis tous les métriques ensemble, sur la pression pic-pic, la résolution axiale et les rapports au signal-bruit. Et là, il faut que le message à retenir, c'est qu'en fonction des choses qui sont les paramètres de façon correcte, on peut améliorer un aspect. Soit on choisit d'améliorer la pression pic du faisceau, soit on veut améliorer la résolution axiale, soit on peut améliorer les rapports signal-bruit. Les rapports signal-bruit et les pics, ils vont à peu près à la main. Mais tout ça, ce qui permet, c'est qu'on pourra envisager de faire des sons d'imagerie dans lesquels on choisit des paramètres de façon en fonction de c'est quoi qu'on peut améliorer. Donc, qui permet justement de penser à pas mal de possibilités par la suite. Finalement, la dernière partie d'application pour l'imagerie, c'est la dernière découverte qu'on vient de faire récemment, c'est la détection de la direction des ultrasons. Comme on a dit tout à l'heure, si on part du principe qu'on pourrait contrôler la formation de la direction des ultrasons, c'est qu'on pourra faire l'inverse. On pourra détecter la direction dans laquelle une source acoustique, comme un réflecteur ou de la cavitation, quoi qu'il soit, quand on génère des sons qui arrivent sur le monde, on devrait avoir
en faisant le processus des signaux qu'on arrive aux électrodes, on devrait avoir une façon de découvrir les angles d'incidence en repas. Et là, on peut les temps de 3 dimensions dans lesquelles, pareil, là, on est dans une triaxiale. Ce qui est intéressant, c'est que si on arrive à retrouver les angles d'incidence des signaux qui touchent les transducteurs, on peut très facilement trouver dans l'espace la source sans avoir aucune information, besoin d'information de temps de vol. Donc, là, c'est libre, ça c'est sympa. Donc, pareil, dans les trois dimensions, si on arrive à retrouver les angles d'azimut et l'angle polaire dans le système de coordonnées sphériques pour chaque transducteur, et si on connaît la distance entre les transducteurs, pareil, on peut trouver les où ça vient de toute façon. Là, ce qu'on a bien fait, on a fait une étude numérique, on a testé différentes fréquences. Pareil, on a testé pour simplicité aux basses fréquences. Tout ce que vous verrez ici, c'est des points, tous les cas qu'on a testés, des points de source acoustiques dans lesquels on a testé, pour voir justement comment on peut trouver. Et pareil, on a fait ça pour des cartes à 3D, dans lesquelles on a mis pas mal de points. À chaque fois, on testait qu'un seul point. Un seul point qui générait sur le son. Qui arrivait à la surface du transducteur. Et on a mesuré deux métriques, la phase de différence entre les signaux de propagation latéraux et le rapport des amplitudes de voltage entre les deux. Pour savoir, entre ces deux métriques, on devrait trouver assez d'informations suffisantes pour corréler les angles d'incidence. En fait, on a retrouvé justement ça. Ce qu'on a trouvé très intéressant, c'est qu'en mesurant en certains cas le déphasage entre les signaux, on peut trouver une très belle corrélation entre l'angle d'incidence par rapport à un rapport de l'amplitude de voltage. On fait cela, on s'attendait et on avait ça, qu'on devait se retrouver en façon plus symétrique. Donc, si on utilise que les rapports d'amplitude de voltage, on pourra facilement discerner si, par exemple, si les signaux moins degrés, c'est un rapport 0,85, c'est pareil gauche à droite, donc on n'a pas forcément assez d'informations pour complètement discerner de quel côté ça vient. Mais combinant avec la phase de différence, on peut faire ça. Dans le cas de 200 kHz, c'est des termes légèrement différents. On n'arrive pas encore forcément son réponse différente à propos de quelque chose qui s'était raté. Les points d'inflexion, ça apparaît et à nouveau, c'est intéressant de voir ces réponses. Et ici, ça montre que dans certains cas, le déphasage n'est pas suffisant pour retrouver qui pareil, si on retrouve dans certains cas qu'on ne pourrait pas savoir si c'est 0 degré ou 20 degrés de différence. Donc, mais si on combine ça avec le rapport d'amplitude, entre tous les deux, on peut retrouver. Les cas 3D, c'était un peu plus compliqué à discerner, mais ici, le message, c'est qu'on va combiner les électrodes de propagation latéraux, ça, c'est des rapports de différence des phases qu'on mesure, des rapports d'amplitude. Ici, le message à retenir, c'est qu'on va retrouver des différentes métriques en faisant toutes les combinations possibles. C'est de latéraux, et avec tout ça combiné, on arrive à retrouver avec des distributions de valeurs en fonction de l'angle polaire et d'azimut. Et tout ça combiné, on fait la corrélation, on se retrouve qu'on peut retrouver très, très nettement
la source-là, vous voyez simplement, avec après tous les calculs, on peut retrouver de façon très précise la position. Donc, là. Mais il faut dire que tout ça qui est démontré qu'à un niveau numérique. Donc, pour résumer, par la suite, pour quelques idées qu'on a pour le futur. On a décidé, voilà, maintenant on continue à pousser les choses un peu plus. Peut-être que maintenant pour faire des combinaisons de l'imagerie, la façon traditionnelle de temps de vol, avec des méthodes multi-axales dans lesquelles on pourra peut-être combiner la détection de la directivité avec le contrôle de temps de vol. Donc là, c'est une possibilité que nous sommes en train d'étudier comment ça pourrait améliorer la qualité des images. Mais très important aussi, si on a commencé à expérimenter de façon numérique, qu'est-ce qui se passe si maintenant on fait des champs rotationnels légèrement plus complexes? Surtout, ici, c'est ce qu'on a testé jusqu'à maintenant. On a mis des électrodes qui couvrent à peu près toute la surface du conducteur de façon latérale. Mais ici, pour montrer un cas assez spécifique, on a réduit la surface, on a créé cette distribution des électrodes qui va produire un champ électrique rotationnel beaucoup plus complexe, mais qu'il y a des effets très nets sur la formation du champ acoustique dans ce cas annulaire. Un cas justement plus dramatique, par exemple, serait un cas de transducteur prismatique, ça c'est ce qu'on a fait toujours, les champs acoustiques, le contrôle de directivité, mais ici on voit justement les cas qu'on peut générer deux faisceaux à partir de la même pièce. Donc, on pourra commencer à envisager pour faire des choses beaucoup plus complexes. Donc, je crois qu'on est vraiment qu'au départ de tout ce qu'on pourra explorer avec ces méthodes multi-axiales. Donc, pour conclure, voilà, on a montré des résultats numériques expérimentaux, comme la méthode multi-axiale, ça peut changer la formation des ultrasons. Ici, on voit les niveaux d'évidence à niveau de simulation expérimentaux pour améliorer l'efficience, pour le contrôle de la direction des ultrasons, pour le contrôle de la focalisation dans son système annulaire. Et voilà, et de façon numérique, on a une énorme suggestion qu'on pourra avoir des applications dans les dispositifs à ces éléments qui sont placés loin des autres. Au niveau des explications d'imagerie, voilà, ce qu'on a montré tout à l'heure, on a fait un niveau d'expérimental, mais après la détection de contrôle, la détection de direction, c'était bien à niveau simulation, mais l'étudiant Nathan Mullenbrooks, il est en train justement de monter les manips pour tester ça de façon expérimentale. Okay? Voilà, évidemment, tout n'est pas parfait dans la vie, et évidemment, ajouter les électrodes supplémentaires, mais faire la construction des transducteurs beaucoup plus complexes, donc ce n'est pas toutes les applications qui pourront avoir un point d'avantage, parce que l'aspect de fabrication, ça va être en limitant, là, il faut le reconnaître. Par contre, des dispositifs à ces éléments, avec quelques éléments pour avoir des avantages pour utiliser cette technologie. De façon pratique, dans le labo, ce qu'on est en train d'appliquer tout ça, c'est des transducteurs annulaires pour l'expérimentation animale. Là, ça devrait marcher très bien. Nous, justement, sur l'aspect de neuromodulation, c'était un axe de recherche. C'était l'axe de recherche le plus important pour mon labo. Et donc, ça va nous permettre de développer des transducteurs en tant qu'on pourra faire des combinaisons assez intéressantes. On a un projet pour faire des détecteurs d'activité et cavitation. Justement, on a un projet avec l'hôpital pédiatrique à Toronto pour contrôler l'histotripsie. Mais là aussi, pas mal de applications qu'on est en train d'explorer. Donc, je crois qu'on a assez de boulot par la suite. Et donc, voilà, évidemment, il faut reconnaître Sahid et Nathan, les étudiants qui maintenant sont bien mis complètement. Tanto Sahid maintenant est un postdoc au labo, qui a travaillé.
les gens que les premiers travaux, les travaux numériques qui ont permis de démarrer tous ces efforts. Et voilà, j'ai fini pour remercier les sources de financement qui nous ont permis au fur des années d'avancer tous ces travaux. Et voilà, les gars, ça y est, c'est fini. Voilà, ça a pris du temps. Merci, Samuel. Pas de souci. Bien.